Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Éco. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Christophe. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre Jovanovic, que nos téléspectateurs connaissent. Pierre Jovanovic est un journaliste spécialisé dans les questions financières. Il a un blog qui est extrêmement suivi et qui est d'ailleurs censuré car Pierre Jovanovic a une audience énorme. Alors, il a écrit de nombreux livres, dont 666 sur lequel nous allons revenir, qui traitent entre autres de la traque des stocks d'or par la CIA et les États-Unis d'Amérique. Donc un livre absolument passionnant que je recommande très vivement aux auditeurs de TV Liberté. Alors Pierre Jovanovic, dans l'actualité incroyable des élections, alors votre blog est déjà censuré par les banques, mais en plus on vous ferme votre page Facebook parce que vous êtes un grand leader d'opinion en France. Oui, j'ai absolument pas compris. Donc la veille des élections du premier tour, j'ai découvert que ma page Facebook a été littéralement suspendue, donc plus personne n'y avait accès. Et en fait, ceci est pour des raisons historiques, parce que depuis des années maintenant, j'ai toujours, la veille des élections, enfin la veille du vote, j'ai toujours encouragé toutes les personnes qui suivaient la revue de presse à aller voter, parce que j'estime que c'est la seule liberté qui nous reste, justement, c'est d'exprimer notre colère via le vote. Et comme par hasard, donc là où à cette élection où vraiment ça devient extrêmement serré, eh bien mais clairement la cellule de com de l'Élysée ou de Matignon, peu importe, a décidé effectivement de faire sauter les blogs et les pages Facebook les plus influents. Et j'ai eu des échos d'ailleurs très très précis, puisque aujourd'hui, Bruxelles était complètement dans une colère noire contre nos dirigeants socialistes du PS, parce que Bruxelles estime que le succès de Marine Le Pen au premier tour était dû justement à ce qui se passe sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait, toute la génération des 30 ans a voté pour Marion Le Pen, faut le rappeler, et donc cette génération-là, eh bien, elle n'est plus du tout, elle ne regarde plus TF1, elle ne regarde plus France 2, elle s'informe sur Internet. Et en conséquence de quoi, donc des chaînes comme les vôtres, ma revue de presse sur quotidien.com est une des destinations favorites, bien entendu, des internautes, et donc il faut les supprimer ou du moins les empêcher de diffuser leurs informations. D'où la suppression de ma page Facebook la veille du premier tour. C'est énorme. Et vous ne m'étonnez pas du tout, Pierre Jovanovic, parce que je vais vous dire une chose. Le lendemain des attentats, j'avais écrit « De qui le pouvoir a-t-il peur ?» Et je disais « Il a peur des Français. Moins de Daesh que des Français. » Bien sûr. Et l'état d'urgence va servir contre les blogs, contre la presse, contre tous les dissidents. Non, mais contre toute opposition politique, c'est un État stalinien qui est. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. C'est une dictature soft. Voilà, on va dire ça comme ça. C'était hautement prévisible, en tout cas. Voilà, mais je ne pensais pas que ça serait aussi rapide. Vous en avez été la victime. Oui, non, mais sincèrement, je ne pensais pas qu'il s'attaquerait genre ma page Facebook, même s'il y a 25 000 personnes qui sont abonnées, je veux dire, c'est quand même. Oui, d'accord, mais enfin, on ne va pas supprimer une page Facebook qui va vous dire simplement d'aller voter. J'ai jamais donné d'indication en disant voter pour un tel. Je respecte la règle des journalistes. Mais en revanche, je dis vraiment aux gens, parce que j'y tiens, politiquement, c'est important d'aller voter. C'est la seule et dernière chose qui nous reste pour exprimer notre opposition, justement, à ce qui se passe en ce moment. Notre dissidence, en tout cas. Mais, alors, qu'est-ce que vous allez faire, alors ? Mais écoutez, je suis tellement, je suis encore surpris, mais là, pour le coup, si vous voulez, c'est une, je pense que je vais en profiter, parce que vous savez, dès que vous censurez quelqu'un, dès qu'un pouvoir censure un journaliste ou un auteur, un écrivain, vous savez très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que du coup, toute la curiosité des gens va sur la personne qui est censurée. C'est ce qui s'est passé quand les banques m'ont censuré la revue de presse. Tous les banquiers se sont précipités pour voir ce qui se passait sur le truc. Donc quelque part, je dois les remercier finalement pour me censurer, même si, et je leur dis, mais c'est pas une solution. Tout gouvernement, tout pouvoir politique qui a censuré des écrivains finit par sauter, par disparaître littéralement, par être effacé de la carte. Le meilleur exemple en est Solzhenitsyn. Je ne me compare pas à Solzhenitsyn, bien entendu, mais Solzhenitsyn a été le premier écrivain auquel toute la puissance du KGB, de l'URSS, de Brejnev s'est attaquée, simplement parce qu'il avait publié
publier un livre. Vous voyez. Et donc, résultat des courses, ça a pris peut-être 15 ans, 20 ans, etc. Mais le pouvoir en place a été balayé. Vous ne pouvez pas combattre contre une idée qui se propage de cerveau en cerveau, ce que d'autres appellent des mèmes ou ce que vous voulez. Mais c'est une idée. Censurer un écrivain, c'est la pire des choses ou la meilleure des choses à faire, suivant le point de vue qu'on se passe, pour un gouvernement. C'est une évidence. Et quand un gouvernement en arrive là, c'est intéressant d'ailleurs, quand un gouvernement en arrive là, censurer des blogs, des pages Facebook, etc. Eh bien, c'est pour vous dire à quel point où ils en sont, à quel point ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Et vous devez mettre ça avec ce que Manuel Valls a dit. Il a dit, il faut tout faire juste après, pour, le mardi, il a dit, il faut que les Français aillent voter, allez voter, allez voter. Mais c'est curieux, c'est le Premier ministre. C'est le premier. Il nous a pas fait tout ce cinéma. Allez voter avant le premier tour. Et c'est pour ça qu'on a vu autant de pages sur Facebook justement qui fleurissent toujours juste avant les élections. Vous avez remarqué. Hein, ne votez pas. Hein, ne votez pas. N'allez pas voter, ça sert à rien. Hein, vous avez tout un tas de pages comme ça et qui sont mises en avant. Je les ai vues à l'œuvre. Hein. Hautement suspect. Bien sûr que c'est hautement suspect. C'est évident. Au moment des élections européennes, alors là, ça a été. Alors là, il y en a eu des centaines et des centaines. Et je me dis, mais attends, ça arrange qui, justement, que les gens n'aillent pas voter? Ça arrange justement toujours le pouvoir en place. C'est une évidence. Ils font semblant sur les plateaux télé de s'attrister de la faible participation, mais en fait, ils sont ravis. Il faudrait que plus personne n'aille voter, comme ça, le système se perpétue. Permettez-moi de rappeler, moi, j'ai voté pour la première fois aux élections pour, je crois que c'était pour, au moment où il y a eu Mitterrand. Enfin, c'est là où j'ai pu voter pour la première fois. Et voilà. Et je me souviens très bien que pendant des mois, 3 semaines avant, sur toutes les télévisions nationales, il n'y en avait pas 150 à l'époque, mais il y avait des campagnes pour aller voter. Et il y avait toujours des campagnes pour dire aux gens, aux Français, et surtout aux jeunes, inscrivez-vous avant telle date. Il y avait vraiment des campagnes comme ça très importantes, hein, pour inciter la population à aller voter. Et vous remarquerez que tout ça a disparu. En revanche, l'État communique sur tout un tas de choses, hein, le racisme, etc. Mais jamais le combat contre le racisme est bien entendu plus important que le fait de dire aux gens d'aller voter. Hein. Et comme je suis allé voter également comme vous, j'ai vu tout un tas de candidatures très fantaisistes. Hein, vous avez vu, c'est très intéressant. On a vu la même chose aux européennes. Ça, bien entendu, c'est pour diluer justement. Hein, voilà. Donc on voit bien qu'il y a un jeu qui est un jeu absolument détestable, dégoûtant et qui me fait penser à des sables mouvants dans lesquels le Parti socialiste est en train de se noyer littéralement. Et l'UMPS également. Je ne suis pas journaliste politique, mais je suis citoyen, donc enfin, mon approche est surtout financière, hein, vous le savez, mais la finance conditionne la politique, pour le coup, je suis bien placé pour le voir. Et je peux vous garantir que là, Bruxelles est désespérée. Ils sont désespérés. La montée en puissance de la colère des Français. Vous avez vu sur les cartes, c'est là où il y a les frontières avec les autres pays. Et en même temps, si vous la collez également à la carte du chômage, c'est parfait. La carte du chômage, la carte de l'immigration et les frontières. Pourquoi la Bretagne vote le moins les Bretons, pardon. Tout simplement parce qu'ils sont extrêmement éloignés des frontières où les migrants, etc. passent. Pourquoi la Corse vote si bas? Parce que ils sont vraiment insulaires, c'est le cas de le dire. Donc il faut effacer le mécontentement des Français. Les Français n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc on supprime les pages Facebook. Bientôt on va supprimer sans doute ma revue de presse. Ils vont trouver je ne sais quel prétexte. Voilà, donc alors effectivement là je pourrais me considérer comme un dissident à la Solzhenitsyn. Voilà, c'est pas encore le cas, mais ça va peut-être venir. Et par rapport à ce que vous disiez sur les élections, non seulement ils souhaitent qu'il y ait de l'abstention, mais en plus ils ont choisi une date. La date a été choisie par Valls. Bien sûr. Et de façon à démobiliser l'électeur. Pendant le cours de Noël. C'était un calcul. Et le mode de scrutin était fait aussi
pour avantager le système en place. Bien sûr. Bon, sauf que c'est en train de se retourner. Ça s'est retourné contre eux. Ils n'ont pas du tout prévu ça. N'oubliez pas, ces élections ont été voulues par Goldman Sachs. Moi, je l'ai rappelé sur la revue de presse. C'est Goldman Sachs, j'en ai parlé à l'époque. J'ai vu passer une note interne. Vous savez, les banquiers anglo-saxons fonctionnent toujours. Rien n'est fait. Aucune politique n'est mise en place tant qu'une une note n'est pas publiée dans un bulletin universitaire qui est lu par 25 personnes ou 5 personnes. Hein, mais c'est la condition sine qua non. Hein, ils sont très attachés à l'écrit. Hein, voilà. Donc vous avez un truc qui est publié, puis ensuite donc le rapport de Goldman Sachs en disant la France ne pourra pas rembourser sa dette, donc elle doit faire des économies drastiques. La première des choses à faire, entre autres, la défense, numéro 1, hein, donc supprimer toute l'armée, et la deuxième, supprimer les 101 départements et n'en faire plus que, je sais plus, à l'époque, il parlait de 10 à 14 régions, hein, de souvenirs, je vous le dis. Comme par hasard, 2 ans plus tard, l'OCDE, hein, vos spectateurs peuvent aller sur la revue de presse, j'ai remis les archives que j'avais écrites à l'époque, l'OCDE est revenu à la charge au niveau politique et international, pointant sur la France en disant il faut supprimer les régions, etc. Et qui, in fine, a défendu ça? C'est Manuel Valls qui a défendu la chose. Et c'est Madame Pécresse qui, après avoir obtenu la suppression des régions, continue la politique Goldman Sachs, ce que demande Goldman Sachs, c'est-à-dire demande la suppression des communes. Voilà. Donc et l'Institut Peterson a demandé la suppression de la présidence de la République. Voilà. C'est-à-dire que nous, on sera comme aux États-Unis avec un gouverneur local, vous voyez, comme le gouverneur du Nevada. Voilà, on aura un gouverneur pour la France. Voilà. C'est une américanisation totale du système que vous observez là. Hein. Avec une communauté de communes et on rompt exactement, communauté de communes, la région et l'Europe. Voilà, L'Europe fédérale. Exactement, c'est États-Unis numéro 2. Voilà. Terminer les villages. Alors vous avez vu que les deux systèmes politiques, vous avez les primaires comme aux États-Unis. Oui, on n'avait pas ça en France avant. Mitterrand n'aurait jamais pu gagner des élections s'il y avait eu des primaires. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Oui, terminer les villages et les querelles de clochers, terminer les provinces françaises, pour arriver à un terminer partage du pouvoir exactement comme aux États-Unis. Vous avez remarqué que malgré leurs quasiment 100 millions de personnes qui vivent, qui sont dans la misère, 96 millions, je ne sais plus combien de pauvreté, vous n'avez toujours que 2 partis. Vous avez le Parti républicain et le Parti démocrate. Ils veulent exactement la même chose en France et dans les autres pays d'ailleurs. Hein. Les républicains, regardez, qu'est-ce qu'il a choisi Sarkozy? C'est pas un hasard s'il a choisi les républicains. Donc le Parti socialiste, c'est les démocrates. Voilà. Et il n'y a pas de place pour un 3e parti. Et là, les Français ont été absolument géniaux. Bravo. Ils ont renversé la table avec le premier tour. Ils ont renversé la table sur laquelle Goldman Sachs avait établi tous ses plans pour encore endetter la France en plus, hein, et les régions, et bien entendu. Hein, vous avez vu, on a maintenant 13 ou 15 régions qui sont en faillite. 13 régions qui ne vont pas faire 1 centime d'économie. Au contraire. Et alors le modèle, c'est évidemment l'immeuble du Conseil régional d'Auvergne qui vient d'être construit pour 80 millions et qui se trouve inutile puisque désormais l'ancienne région mais il y a des flèches, est fusionnée avec Lyon, enfin avec Rhône-Alpes. Donc il y a un immeuble qui devait servir avec un hémicycle. Non mais, pardonnez-moi, mais vous n'avez jamais remarqué que les travaux se terminent toujours au moment des élections? Oui. Vous avez jamais remarqué tous les travaux qu'il y a dans Paris, juste en général 1 an avant les élections? Très intéressant, ça permet, si vous voulez, de faire circuler, d'alimenter les caisses noires. C'est une vieille méthode. Donc j'observe ça depuis quand même 30 ans. Hein. Je trouve qu'il y a une accélération justement des travaux. Et vous avez vu qu'il y a eu des attentats. Hein, là, pareil, vous avez sur le avant chaque élection, on a eu droit à un attentat. C'est comme ça maintenant depuis 5 ou 6 ans. C'est magnifique. Hein, voilà. La question se pose. Elle a été posée par 2 journalistes allemands. Mais il n'y a pas que les journalistes allemands. Mais il parle de management de la terreur. Oui, c'est un management, je suis d'accord avec vous, c'est un management de la terreur, absolument. On a eu, rappelez-vous, juste avant les élections européennes,
C'est pas si vieux que ça. Hein, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la tuerie, comme par hasard, européenne Bruxelles. Donc on a eu la tuerie au musée juif de Bruxelles. Alors voilà, tout de suite, Bruxelles, on va déployer la sécurité, etc., la terreur, etc. Oui, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, moi, ça me rappelle la Yougoslavie de Tito. Hein, vous voyez, c'est décrit. Mais c'est très orwellien. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez régner par la terreur. Il y a un très bon film, c'est Underground, vous savez, qui résume très bien ce monde orwellien, où vous devez maintenir le peuple dans un état de peur constante, voilà, hein, pour que votre pouvoir soit inattaquable. Et c'est ce qu'a essayé de faire le Parti socialiste. Malheureusement pour eux, ça ne fonctionne pas. On a toujours, à chaque élection, on a des attentats de toute façon 2 semaines avant ou une semaine avant. Ouais. Alors ça fonctionne pas à moitié, c'est-à-dire ça fonctionne pas pour garder les régions, mais par contre la cote de François Hollande est remontée très fort. Elle atteint même 50% et les gens se mettent au garde à vous. Pardonnez-moi, mais non. Parce que si la cote de François Hollande a augmenté de 20 points, comment se fait-il justement que au niveau des élections, il se soit pris une telle rouste? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, mais ça, on le sait, puisque l'Élysée a toujours fonctionné en achetant, on va dire, en confiant je ne sais pas combien de sondages à telle ou telle boîte, etc. On sait très bien que les sondages sont manipulés de A à Z. On leur dit, voilà, on vous donne 100 000 euros, mais on veut tel résultat, démerdez-vous pour ça. Voilà, basta. Madame Parizeau est patronne de l'IFOP, donc déjà, par définition, déjà, c'est des sondages auxquels je ne crois plus. Hein, voilà. Et ensuite, je termine là-dessus, j'ai beaucoup de lecteurs au sein des unités de sondage, dont l'IFOP, et ils m'écrivent et ils me disent comment leurs questions sont orientées. Et quand les résultats qu'ils remontent, eux, ne sont pas bons, ils modifient les questions en cours. Hein, voilà. Donc je remercie mes lecteurs qui sont dans les unités de sondage pour m'informer en temps réel. Et les statistiques, vous savez, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Souvenez-vous de Pierre Dac. Pierre Dac qui disait 20% des accidents de la route sont dus à ceux qui boivent. Ce qui prouve que 80% des accidents de la route sont dus à ceux qui ne boivent pas. Voilà. Ce qui est idiot, évidemment, puisque c'est 20% des causes d'accidents de la route. Et, en tout cas, le piège, il est dans la dialectique, là, dans le discours, et on se fait piéger tous les jours avec les statistiques. Mais vous savez, il y a un de mes lecteurs sur la revue de presse qui est mathématicien, statisticien, qui a fait un calcul très très intéressant sur le fait que les grands attentats comme celui qu'on a eu, si vous voulez, comme par hasard, là où se passent les attentats, c'est vendu juste une semaine avant. Alors par exemple le Bataclan, le contrat était signé le 11 septembre. Ça ne s'invente pas ça. Oui, le 11 septembre, ça a été vendu à Arnaud Lagardère, marchand d'armes. C'était intéressant. Voilà. Les tours du 11 septembre ont été non pas achetés, mais loués pour ad vitam aeternam, on va dire, quelques semaines avant, pour faire court. Et donc, il y a, enfin, je veux dire, tout ça, c'est quand même assez, vraiment, tout est vraiment étrange. Et donc, mon statisticien a calculé que, effectivement, pour en arriver là, pour que à chaque attentat les choses soient vendues juste la veille, on avait, je crois que c'est une chance sur 3 millions. C'est intéressant. Voilà. Donc vous avez tout à fait raison, c'est un management de la terreur, c'est piloté, et tous ces islamistes sont manipulés, mais comme des blaireaux, quoi. D'ailleurs, je les félicite, parce que pour être, ça prouve leur manque d'intelligence, d'être manipulés à ce point. C'est incroyable. Incroyable. Donc vous ne croyez pas du tout à la montée de François Hollande et le fait que c'est plus les Républicains qui ont pâti, en fait, parce que ça fait un peu monter le Front National et les gens se ressoudent derrière le président de la République et entre les deux, le dindon de la rien, part, personne, les Français, ce sont les Français, ben, je ne sais pas, mais je veux dire aujourd'hui, vous savez, un des trucs des sondeurs, vous savez, on a interrogé 1000 personnes, ce qu'ils ne vous disent pas. Là, de temps en temps, ils vous disent maintenant, ils vous ne mettent pas de tel âge à tel âge. Ouais. Quand ils veulent un résultat bien précis, très orienté, en fait, ils vont faire le sondage uniquement dans les maisons de retraite. Ou alors, vous voyez, à partir de 70 ans jusqu'à 85 ans. Donc là, vous êtes sûr d'obtenir la réponse que vous voulez. Le problème, c'est que si vous faites ça sur une population qui a justement 20 ans ou 18 ans jusqu'à 30, vos résultats sont complètement différents. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne le font pas. C'est pour ça qu'ils veulent combattre Internet. C'est pour ça qu'ils veulent modifier tous les accès à Internet. Et bien entendu, une loi est passée en disant on va fermer les sites Internet sans permission, sans rien, sans juge. Alors justement, c'est ça la question.
À votre avis, l'interdiction qui vous a été faite, enfin, C'est pas une interdiction, c'est beaucoup plus. Il coupe le truc, c'est tout. Voilà, c'est vicieux. L'ordre vient de quelque part. Bruxelles, Paris. Bruxelles, n'oubliez pas, je vous redonne une info parce qu'on l'avait commenté à l'époque, c'était un an avant les élections européennes. L'Union européenne, comme elle est obligée de publier les offres d'emploi, enfin les recrutements qu'elle va faire, donc il y avait un recrutement d'une centaine ou 200 personnes, je ne sais plus, pour travailler sur Internet et pour aller sur les blogs et justement mettre des messages comme quoi l'Union européenne c'est vachement bien, il n'y a plus de guerre depuis qu'il y a l'Union européenne. Enfin bon, c'est des trolls. Hein, en langage Internet, ça s'appelle des trolls payés par et même Nigel Farage en avait parlé. Enfin, à l'époque, ça a fait un mini scandale à Bruxelles. Ça, bien entendu, BFM-VC ne vous en a pas parlé, ça va de soi. Qu'il y avait des trolls. Et donc ça fait partie, si vous voulez, n'oubliez pas, Facebook, vous savez, dépend des États-Unis. Bruxelles appartient aux États-Unis. Ne l'oubliez jamais, jamais. Alors justement, on va faire une petite coupure et puis revenir sur les États-Unis et la traque de l'or. On va faire une pause publicité pour Facebook. Alors Pierre Jovanovic, auteur de 666, qui est excellent livre qui décrit la traque de l'or par les services secrets américains, notamment la façon dont ils se spécialisent pour faire vendre les stocks d'or de toutes les autres banques centrales, dont ils ont peut-être subtilisé l'or du Rhin, etc. On a des bonnes. Alors ce livre est absolument passionnant. Alors l'or porte toujours en lui la nature précise de la monnaie dans le système financier moderne. C'est Zhu Xiaochuan, gouverneur de la Banque centrale de Chine, qui avait rappelé ça. L'accent parfait. Hein, mon accent chinois est merveilleux. C'est parce que je mange beaucoup de nems. Et alors, la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Ça, c'est François Mitterrand, président de la République française. Donc, ce sont des réalités qui sont dites de temps à autre, mais en fait... la vraie guerre, c'est celle-là. La vraie guerre... La vraie guerre, c'est une guerre financière. Voilà. C'est une guerre pour l'or. C'est une guerre pour maintenir l'hégémonie du dollar. Oui. Le dollar, et aujourd'hui tout le monde sait qu'il ne vaut plus rien. C'est la raison pour laquelle la Chine et les Russes achètent en masse tout ce qui est disponible comme or physique dans le monde. Et les Russes commencent à stocker les yuan dans leurs réserves de change. Bien sûr, évidemment. Ils ont tout intérêt à le faire. Et les Chinois ont créé un FMI asiatique. Hein, qui va faire concurrence à notre FMI. Enfin, le FMI auquel nous étions habitués. Donc tout ça est redoutable pour le dollar. Le dollar est une monnaie morte. Tout simplement. C'est ce que montre ce livre. Et de toute façon, avec 18 000 milliards d'endettement des États-Unis, vous savez pertinemment que personne ne pourra rembourser cette somme. Ils gagnent juste du temps. Et je l'ai toujours dit, les Américains n'auront pas d'autre choix que de déclencher une guerre monumentale pour masquer la faillite de leur banque d'une part et bien entendu et du dollar derrière. C'est pour ça que vous voyez toutes ces provocations organisées par les Américains, dont par exemple le chasseur russe qui a été abattu dans le dos, c'est le cas de le dire, hein. Il a été abattu froidement dans le dos parce que le mec il s'y attendait pas quand même, il n'était pas en mode combat. Les chasseurs turcs. Voilà, donc ce sont des provocations organisées par la CIA, bien entendu, sachant que la Turquie a toujours été inféodée aux États-Unis, vous le savez très bien. Membre de l'OTAN en plus. Voilà, membre de l'OTAN. Donc ils veulent déclencher la guerre. Ils ont besoin de la guerre avec la Russie pour cacher la faillite de... vous savez, c'est un peu comme Hitler, vous savez, déclenchant la nuit du cristal, vous voyez. Il faut faire beaucoup de bruit pour cacher les meurtres qu'il avait commis la veille. Hein, voilà. C'est ça, malheureusement.
Alors, vous rappelez cette phrase de Ayn Rand, sympathique auteur anarcho-libertarien. Non mais Ayn Rand c'est très important parce qu'elle n'est pas du tout connue en Europe. Oui, oui. Mais Ayn Rand c'est le livre. C'est le livre de tous les penseurs, économistes, de tous les économistes américains. Et Greenspan, le gouverneur de la Banque fédérale, a été d'une part, l'ex-gouverneur de, il a quand même dirigé ça pendant plus de 20 ans. Il était d'abord follement amoureux d'elle, il faut jamais l'oublier, et il a tout fait justement pour répandre les idées de Ayn Rand. Et Ayn Rand qui, elle, était quelque part très colbertiste. Elle était très colbertiste. C'est pour ça qu'elle disait toujours en français le laisser-faire. Oui, laisser faire les marchés. Il n'y a pas de traduction anglo-saxonne pour laisser faire. Non, il n'y a pas de traduction comme pour coup d'État. Coup d'État. Et cul de sac. Et cul de sac, absolument. Cul de sac. Oui, tout à fait. Alors, je redis. Cette phrase est excellente d'ailleurs. À chaque fois que des destructeurs apparaissent parmi les hommes, ils commencent par détruire la monnaie, car la monnaie est la protection des hommes et la base d'une existence morale. Les destructeurs saisissent l'or et laissent à leurs propriétaires une pile de papier contrefait. Le papier-monnaie est le prêt d'une richesse qui n'existe pas, garanti par un fusil pointé sur ceux qui sont censés la produire. Surveillez le jour où ce chèque sera rejeté avec la mention compte à découvert. Absolument. Donc là, le compte à découvert. Le compte est à découvert et tout le monde est d'accord pour dire que l'Amérique peut-être n'a plus du tout d'or, puisqu'elle est incapable, d'ailleurs vous le rappelez dans votre livre, elle n'a pas assez d'or, de rembourser les stocks d'or allemands que les Allemands leur avaient confiés après la Seconde Guerre mondiale. Permettez-moi de donner une analogie à tout ça, parce qu'en fait un pays donne comme une entreprise, à la fin de l'année, elle produit un bilan, actif, passif. Bon, voilà. Et les États-Unis, depuis maintenant 30 ans, en fait, mettent dans leurs actifs des stocks d'or absolument inimaginables, qui sont censés être à Fort Knox et une partie donc à New York. La réalité est que en fait ils ont pas cet or. Il y a à peu près ils n'ont que le quart. Ça veut dire qu'en fait les États-Unis sont en faillite depuis maintenant 20 ans. Voilà. C'est la raison pour laquelle Ben Bernanke a interdit tout audit des stocks d'or de Fort Knox. Il a tout fait pour empêcher les journalistes qui avaient même saisi les tribunaux. Ben Bernanke, donc gouverneur de la Fed, a dit à la juge, écoutez bien, je ne donnerai pas accès à nos coffres pour compter les lingots d'or, parce que c'est une question de sûreté nationale, de défense nationale. Oui, on voit très bien l'argument. Alors, c'est un argument bidon, parce que si l'or était là, vous les comptez, puis vous confirmez. Comme l'or n'est pas là, il faut empêcher les gens de s'en rendre compte. Voilà, tout simplement. Les États-Unis ne vivent aujourd'hui qu'en volant toute l'Europe. Vous devez comprendre ça, c'est très important. Regardez bien, est-ce qu'il y a une chaîne d'hôtels équivalent à Best Western? Est-ce qu'il existe une chaîne d'hôtels européenne? Non. En revanche, vous avez du Best Western, vous allez en Italie, en Espagne, au Portugal, vous avez du Best Western partout. La même chose pour les transports d'objets, vous avez que du FedEx et du UPS. Comment l'Europe, nos cadres, nos entreprises sont-elles si bêtes pour ne pas être capables de s'être fédérées et justement de diffuser des paquets dans le monde entier, et en particulier en Europe, genre Europe Express? Comment ça se fait qu'il y a Europe, c'est l'exemple que je donne toujours. Mais le meilleur exemple, c'est Best Western. Et Holiday Inn. Et il y a aussi Alstom qui vient d'être acheté par les États-Unis. Ils rachètent tout. Je rappelle à tout le monde, à tous vos spectateurs, Century 21. Quand vous mettez votre appartement, votre maison en vente chez Century 21, sachez que tous les bénéfices, les commissions que vous leur payez vont dans la poche des anciens retraités de la CIA. Je l'ai montré dans un livre précédent, le Blight Masters. Century 21 appartient à Apollo Management. Dans Apollo Management, vous avez la fine crème des anciens patrons de la CIA et leurs femmes. Et même certainement leur maîtresse, mais bon, ceci ne nous regarde pas. Et c'est vrai aussi que ce qu'on a aujourd'hui n'est plus un système capitaliste, parce qu'il y a cette dénonciation du ultralibéralisme, du capitalisme, c'est etc. C'est un système de prédation. C'est une prédation financière. La dernière émission, on a parlé ensemble de la planche à billets. Vous savez, nous, on est armés de notre planche à billets, on rachète toutes les télévisions d'Europe, sans problème.
À partir du moment où notre gouvernement est suffisamment corrompu pour accepter une monnaie de singe, c'est la corruption totale des gouvernements européens par la CIA qui fait que nous acceptons encore le dollar et bien entendu le yen, qui est la plus grande monnaie de singe de toute la planète. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ils en sont à leur 45e monnaie de singe, émission de planche à billets. C'est du n'importe quoi. Et vous rappelez cette phrase de Max Kaiser, l'Amérique est pilotée par la Federal Reserve, une institution qui ne répond qu'à elle-même et à quelques grandes banques. Donc c'est la captation du pouvoir du peuple par la plutocratie. Absolument, mais c'est une captation des richesses. C'est une captation des richesses américaines. Morgan Stanley, Goldman Sachs, voilà, Goldman Sachs est le meilleur exemple. Goldman Sachs et JP Morgan. Madame Taubira n'a toujours pas déclenché d'enquête sur la JP Morgan. Ses bureaux sont juste en face. Du ministère. C'est extraordinaire. Tous les autres pays quand même ont lancé des enquêtes judiciaires contre la Goldman Sachs et la manipulation du Libor et de toutes les autres manipulations. Mais là, en France, rien. Vous avez remarqué, aucune banque américaine n'a été attaquée à cause de la crise. Alors qu'en Islande, ils ont mis quand même maintenant une quarantaine de banquiers en prison. C'est quand même un progrès. Ça leur a pris du temps, mais ils l'ont fait. C'est magnifique. Aux États-Unis, pareil, pas un banquier n'a été mis en prison. Aucun. Zéro. Nada. Et en Islande, ils ont dit aux banquiers anglais qui leur avaient prêté, vos dettes, vous ne les retrouverez jamais. Je me rappelle pertinemment dans la revue de presse, à l'époque, le Premier ministre anglais voulait déclarer la guerre à l'Islande. Oui, parce qu'il y avait l'histoire de la Egg Bank, ou je ne sais plus quelle banque qui avait son siège social et qui a bien entendu explosé en plein vol. Et donc, ils exigeaient le remboursement et les Islandais ils disent non, attendez, c'est votre banque, vous l'avez installée chez nous, débrouillez-vous avec. Voilà. Il y a un roman, je crois que c'est Flore Vasseur, qui raconte en fait l'effondrement total. Je ne me souviens plus du titre, mais elle n'a pas écrit beaucoup de livres, elle en a écrit 3, qui vont la manière dont le système va s'arrêter, c'est-à-dire à un moment donné, et là on s'approche vraiment, là on sent. Vous voyez le CAC 40, c'est que de l'accordéon depuis 3 ans, c'est que de l'accordéon. C'est les gains. En fait, il y a un accord qui a été passé entre les traders japonais et les traders français. C'est-à-dire que d'un côté, les Français font remonter l'indice Nikkei, bien nommé, voilà. Et ensuite, c'est l'indice Nikkei qui baisse. Et c'est le CAC 40 qui monte. Voilà. Donc c'est les vases communicants, vous voyez. Vous savez un peu ce mobile là, vous savez qui est un peu infini. Vous savez avec les vagues qui un coup vont à gauche et puis un coup vont à droite. C'est ça. Voilà. Mais au final, ce sont les porteurs, ce sont tous les gens qui ont mis leur retraite et ils seront ruinés. Voilà. Ils ne retrouveront jamais ni leur assurance vie, ni leur compte bancaire. D'ailleurs, vous avez vu que la Banque Postale empêche les gens de retirer leur argent. Tout est dit. Alors, et justement, on voit sur la toile, on voit de plus en plus d'informations chez Pierre Jovanovic, mais chez d'autres aussi, qui disent méfiez-vous de vos assurances vie en obligation. Mais maintenant, on commence aussi à s'inquiéter pour les assurances vie en action. Donc, que faut-il faire? Qu'est-ce que vous conseilleriez à des retraités ou des épargnants, tout simplement, vis-à-vis de leur maison et de la terre? Non, mais les épargnants aujourd'hui n'ont absolument pas le choix. Il suffit de regarder ce que font les milliardaires, les patrons de hedge funds, justement. Que font les patrons de hedge funds? Ils achètent C'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent d'abord des propriétés géantes. Là où il y a du terrain, là où il y a de l'eau, donc techniquement le puits et le potager. C'est ce que j'ai toujours dit. Voilà. Ils achètent ça en Afrique, ils en achètent beaucoup. Ils achètent ça bien entendu aux États-Unis. Vous savez, dans les États, dans les États, vous savez, tout au nord, plus du côté du Canada, l'Utah notamment, c'est extrêmement. Les banques aujourd'hui, que font-elles? Elles achètent des terres en France. Aujourd'hui, ce ne sont pas les paysans qui rachètent nos terres. Ce sont les banques, ce sont les hedge funds. Donc, si vous regardez ce que font les hedge funds, il suffit de les imiter, ils ne sont pas idiots. Ils disent aux gens, mettez votre argent chez nous, et puis eux, à titre perso, ils vont faire carrément autre chose. C'est ce qu'a fait Goldman Sachs. C'est le fameux procès de Goldman Sachs. Mettez notre argent, et puis ensuite, eux, ils jouaient contre le client. Rappelez-vous, c'était un procès. De l'immobilier, parce que l'immobilier ne perdra jamais de valeur, techniquement, enfin, à moins vraiment que vous ayez joué malchance, comme à Detroit, par exemple. Ah oui, jamais
oublier. Detroit, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, si les attentats se multiplient à Paris, demain l'immobilier aura le même prix qu'à Beyrouth. Vous savez, il faut regarder pour ça, il faut regarder si les attentats se multiplient, qu'est-ce que vous voyez là en fait? C'est imposer aux Français la même chose qu'il y a à Tel Aviv ou à Jérusalem. Ouais, hein, des attentats à gauche et à droite, une espèce de palestinisation de Paris. Franchement, je ne crois pas, et la plupart des Israéliens, comme d'ailleurs les Libanais, achètent des terres. Ils ont des terres à l'extérieur. Ça, c'est la clé de leur chose. Donc, l'immobilier de location en meublé, c'est la chose la plus simple. Oui. Il faut quand même pas l'oublier. Et ensuite, effectivement, des pièces d'or et des pièces d'argent, parce que vous êtes sûr que toutes les heures de travail que vous avez mises dedans, elles passeront le temps. Dans 10 ans, vous aurez vos pièces d'or, elles sont toujours valables. Je ne suis pas certain que les billets euros aujourd'hui soient valables. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est la prudence, c'est même pas de savoir de gagner de l'argent, c'est simplement comment le garder. Oui, mais c'est ça la clé. On vous opposera que l'or connaît parfois des chutes. Et alors. Non mais attendez, moi, j'ai toujours dit l'or c'est pour 10 ans, c'est pas pour. On n'est pas assez gros pour jouer sur l'or. En revanche, les banques américaines, c'est ce qu'elles font. N'oubliez pas, pour le cours de l'or, pour un lingot physique qu'elles en ont 296 en papier. L'or papier, oui, c'est ça. C'est l'or. Il y a de l'or papier et coté, ce qui est un purement scandale. Imaginez pour la nourriture dans l'agroalimentaire, c'est comme si on vous disait on a 1 hectare de haricots verts pour nourrir la population, mais il y a 296 autres hectares qui sont cotés sur la base de 7 hectares. À la baisse de 7 hectares. Il y a un problème. C'est de l'escroquerie. Oui, c'est de l'escroquerie. Mais c'est la banque, c'est ce que je montre dans le livre. C'est une volonté des Américains pour que le dollar soit la seule monnaie refuge du monde. Et ils n'ont pas le choix. Mais vous savez, pour les haricots, c'est presque ça. Il n'y a pas de haricots papier, mais il y a du blé papier. C'est la fin des haricots, c'est ça que je veux dire. On l'a pas fait exprès, mais elle est bonne. C'est le club des 3 chauves. En cette fin d'année, voilà. On peut quand même le mot attaché. On va investir dans un salon de coiffure, je vous le dis. C'est le club des chauves et la fête de la testostérone. Voilà. Et la fête de la testostérone, absolument. On ne dit pas parce que nous, on a de la testostérone, il faut le rappeler, absolument. On dit défavoriser capillaire. Ah d'accord, oui, c'est le politiquement correct. D'accord, et donc favorisé en testostérone. Très favorisé même. Bon. Mais il existe du blé papier. Oui, parce que toutes mes condoléances à monsieur Bernard-Henri Lévy et sa chevelure de minette. Alors, pour ce qui est de l'or, rappelez-nous cette histoire sur l'or allemand et la façon dont les Allemands ont voulu récupérer leur or et puis la Réserve fédérale a refusé de leur rendre l'or qu'ils avaient stocké après la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les coffres de la Fed. C'est extraordinaire. Il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres. Non, il y en a plein, mais celle-là est emblématique. Absolument, parce qu'elle est récente. Oui. Et surtout parce qu'elle est récente. Pendant très longtemps, les Allemands pensaient que les Russes allaient envahir l'Allemagne. Donc, comme beaucoup de pays, ils ont mis leur stock d'or de la Reichsbank, avec le tampon dessus, donc dans les coffres à New York et à Londres, un petit peu à Paris et surtout beaucoup à New York. Et donc lorsque les Allemands ont commencé à leur réclamer déjà d'examiner simplement leur stock, de recompter leurs lingots d'or, les gestionnaires de la Fed leur ont interdit. Ils les ont baladés, ils ont tout fait pour repousser la date. Voilà. Et alors, au bout de la 50e lettre recommandée, je vous la fais vraiment raccourcir le truc, ils ont finalement donné un accès visuel. C'est-à-dire que, alors, un des ingénieurs allemands a pris un lingot qui était soi-disant de la Reichsbank, et en fait ils ont vu que c'était pas du tout, non seulement pas les lingots des Allemands, mais en plus c'était même pas des lingots de banque. Les lingots de banque c'est du 24 carats. Si vous mettez du lingot de banque à 14 carats, c'est rien, c'est une arnaque. Et donc les Américains en fait ont volé l'or des Allemands. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu leur rendre. Et lorsque Angela Merkel a pété un plomb en disant je veux le retour de mon or à Francfort, les Américains ont été incapables
de leur donner, parce qu'ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas se séparer eux-mêmes de leur propre or. Sinon, tout leur bilan, qui est déjà faux, s'écroule encore plus. Voilà. Et donc, et Angela Merkel est allée aussi loin que d'expulser le patron de la CIA à Berlin. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est comme si demain Hollande expulsait le patron de la CIA qui se trouve à Neuilly-sur-Seine. Ça ferait désordre, quoi. Mais il n'oserait pas ça. Non, mais on est rassuré pour lui, il le fera pas. Je ne sais pas si vous avez vu sur la place. Elle n'a pas récupéré son or. Non, elle n'a pas récupéré son or. Mais Parce que évidemment les qu'elle n'a pas récupéré Américains ont dit on va vous en rendre. Voilà, ils l'ont rendu. Voilà. C'est comme si on vous devait. Voilà, on va vous vous en doit. rendre un dixième dans 3 ans, et puis finalement, le jour, finalement, ce ne sera pas un dixième, ce sera Voilà, ils 5%. refusent de le rendre. Et en plus, ces 5% étaient des lingots de tellement mauvaise qualité que les Allemands n'ont gardé que 5 tonnes sur les 4000 tonnes d'or, c'est-à-dire 1 pour 1000. Vous savez, un banquier qui a lu le livre m'a dit, vous savez, n'oubliez pas, les États-Unis ont été colonisés quand même par beaucoup de criminels. Ça a toujours été la gloire des États-Unis à travers Hollywood, c'est quand même les films de western. Et en fait, à Wall Street, c'est ce que vous avez toujours, des gangsters. Voilà. Et l'or, c'est véritablement leur truc. Quoi. Ils ont absolument besoin de voler tout le monde. Voilà. Et c'est ce que fait Wall Street aujourd'hui. Ils volent tout le monde. Ce n'est que l'or n'est que le symbole du vol généralisé du système américain. C'est une captation des richesses totales des Européens. Vous savez, la première chose que font les ambassadeurs américains quand ils sont nommés dans un pays, je sais pas, par exemple au Zimbabwe, en Afrique du Sud, etc., leur travail consiste, je le tiens de source sûre, leur travail consiste à convaincre le gouvernement en place d'acheter un maximum de bons du trésor américains. Qu'a fait, par exemple, l'ambassadeur américain en Russie il y a exactement 4 ans, 5 ans. Il est intervenu auprès du gouvernement à l'époque, je ne sais plus si c'était Medvedev ou Poutine, peu importe, mais les Russes voulaient créer leur propre système bancaire, pas bancaire, carte bancaire, genre GIE carte bancaire, vous voyez. Et l'ambassadeur américain a fait des pieds et des mains, quasiment 24 heures sur 24, au domicile des gens qui avaient le dossier entre les mains, pour que tout le traitement des cartes bancaires soit confié à Visa. Oui. Voilà. Et donc ça vous donne déjà une idée où sont leurs intérêts. Et vous avez vu récemment, ça s'est passé en toute discrétion il y a exactement 3 semaines, Visa États-Unis a racheté Visa Europe. Autrement dit, chacune des transactions qu'on va faire, nous trois et tous vos spectateurs, directement dans les ordinateurs de Visa États-Unis et la NSA a un accès direct dessus, évidemment. Voilà. C'est pas du tout par hasard que Visa US a racheté Visa Europe. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous n'avons plus de système de paiement indépendant. Demain, Visa États-Unis appuie sur le bouton, on dit on bloque toutes les cartes françaises, rien ne fonctionne. Vous devez le savoir, ça. Donc vous voyez qu'il y a des épées de Damoclès qui sont mises au-dessus de la tête du gouvernement français pour qu'il se comporte comme il le faut. Le rachat de Visa Europe par Visa et par définition de Visa France. Et d'ailleurs, le patron du GE carte bancaire français, il a hurlé. Passez-moi l'expression, je reste poli. Oui. Il a dit, mais sous-entendu, nos politiques et surtout les crétins de Bercy n'ont rien vu venir. Et on n'a toujours pas de système de paiement franco-français. Avant, on avait un truc qui s'appelait carte bleue. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est resté dans le truc. Rappelez-vous, ça s'appelait carte bleue. Carte bleue, oui, bien sûr. Que faire à passer, etc. Ouais. Voilà. C'était un système français, carte bleue. Ouais. Et il a disparu. Ouais. Mais Voilà. Enfin, il n'a pas disparu. on n'a rien vu dans la presse. Bah, évidemment, sauf chez moi. La revue de Bien presse, sûr, bien sûr. le quotidien.com. Ouais. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Parce que normalement, la Tribune, j'aurais été rédacteur en chef de la Tribune ou des Échos. Je sais pas, c'est la première chose que j'aurais mis, mais j'aurais mis à la une. Vous savez, c'est la même chose que lorsque la bourse de Paris a été rachetée par les Américains. Vous n'avez pas vu la une voilà. Notre barrage financier, parce que une bourse c'est quoi? C'est un barrage, c'est une captation de richesses du pays, et une redistribution des richesses, on va dire ça comme ça. Eh bien, Oui, sous la forme de dividendes. Exactement. Notre barrage a été volé.
par la planche à billets américaine, acheté par la planche à billets américaine. Et aujourd'hui, la bourse de Paris, quand on vous dit le CAC 40, c'est dans une banlieue de Londres. C'est juste dans un ordinateur qui tient dans une boîte à chaussures. Et on vous dit Paris a augmenté, mais c'est pas Paris, c'est déjà Londres. Et Vous voyez à quel point on est volé. La France est dépouillée. Depuis 2008, ça n'avait que s'accélérer. un coq à l'âne, mais à cause du mot barrage. Non, Oui. barrage financier, mais les barrages, les vrais barrages d'EDF, Oui, vont être vendus. Absolument. Absolument. Ils vont être vendus à vil prix. Très bon parce qu'ils enseignement. ils sont amortis. Mais une fois qu'ils auront été vendus, ils vont massivement s'apprécier parce que leur bilan carbone est excellent. Et dans le cadre des dispositions prises par la COP21, vous allez voir que la valeur des barrages va augmenter considérablement. Bien sûr. Mais entre-temps, ils ont été vendus. Bien sûr. Et Ils ont été l'EDF achetés par la planche à billets. et l'EDF n'a pas le droit de les racheter. Bien sûr. Évidemment qu'il n'a pas le droit de les racheter. Ça aurait été trop simple. Oui. Ça aurait été trop simple. Vous savez, ceux qui ont le droit de le racheter, c'est que les étrangers. Vous remarquez Ouais, ouais. Hein Mais nous avons des élites qui nous vendent au fait aux étrangers. Tous les jours. Ouais. Tous les jours. Et ça c'est s'est extraordinaire. accéléré massivement. Giscard d'Estaing a lancé, c'est lui qui a inauguré, la grande rupture, c'était avec Giscard d'Estaing, la loi du 3 janvier. Ouais. Et depuis, c'est 73. un vol total de la France et un dépouillement total des Français. On va se retrouver. Vous savez, la carte je crois que c'est BFMVC ou ITélé, peu importe, qui a montré la carte des RSA. Vous savez, la carte des. Et donc il a dit oui, ce sont les pauvres qui votent FN. Dans le genre, c'est un scandale, quoi. C'est un vrai scandale, vous vous rendez compte, les gueux votent Marine Le Pen. Mais attendez. Et alors, c'est génial, vous avez vu Muliez, le milliardaire Muliez, en disant oui, alors si Marine Le Pen rêve, je quitte la France, j'abandonne tout, je vends tout, je quitte la France. Et vous avez Salma Hayek, la milliardaire. La femme de Pinault. Cette femme qui est mariée depuis 10 ans, elle ne parle pas un mot de français. En 10 ans, elle n'a pas pu apprendre le français. Donc, elle n'est toujours pas capable de s'exprimer en français. Donc, ça vous donne déjà un niveau de son intelligence. Elle a un très beau cul, certainement. Mais au niveau apprendre une langue, ça doit être très compliqué. Bref, donc elle s'est exprimée en anglais sur BFMVC, toujours, logique. Et donc, elle encourageait les gens à ne pas voter FN. Hein, voilà. Et vous avez le patron des patrons qui nous dit non, il ne faut pas voter FN, sinon les salaires vont augmenter. Mec, mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne, quoi? C'est extraordinaire. Donc, et vous avez le millionnaire là, Boone, Danny Boone. Danny Boone, donc qui va dire oui, qu'arrive-t-il à la France, lui qui est un exilé fiscal, qui a un compte dans une banque de la place Vendôme, on va dire. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire qu'ils disent aux pauvres ne votez pas, votez comme moi. Vous en avez d'autres. Votez JP Morgan. Yannick Noah nous a fait le même cinéma. Pardon? Yannick Noah nous a fait le même cinéma. Oui, Yannick Noah nous fait, alors qu'il est là genre 15 jours par an. Voilà. C'est remarquable. C'est remarquable. Vous savez, quand on dit l'équipe de France de tennis, en fait, c'est l'équipe de Suisse. Ils sont tous exilés en Suisse. Et Jamel Debbouze nous a dit s'il passe, je retourne au bled. C'est vraiment invraisemblable de dire. J'espère qu'il sera bien. Hein. Voilà. En tout cas, il porte bien son nom. On va dire ça comme ça. Debbouze va le mieux. Voilà, exactement. Bon, on va faire une coupure. Une coupure pub pour Facebook à nouveau. Une censure, Facebook, non, une coupure. Censure. Peut-être une censure. Voilà. Alors Pierre Jovanovic, non seulement les Américains n'ont pas voulu rendre leur or aux Allemands, mais ils se sont débrouillés pour que la France vende une partie de son or quand Nicolas Sarkozy était secrétaire d'État au budget. Ils se sont débrouillés pour que les Belges vendent leur or, que les Mexicains, les Canadiens, les Hollandais. Les Suisses surtout. Les Suisses, c'est incroyable cette mainmise et cette volonté de dépouiller les autres banques centrales
intégrale de leur stock d'or. Absolument. Mais d'ailleurs, comme vous avez vu dans le livre, vous avez des notes internes de la CIA, c'est très intéressant, et même aussi bien de la Fed ou de la Maison Blanche. Et donc, vous voyez bien que le rôle des services de renseignement américains consiste d'abord à favoriser le pouvoir de la Fed et du dollar dans les pays. Et la Suisse est le meilleur exemple, ainsi que la Hollande, parce que la Hollande, la Belgique et la France étaient les pays qui se sont le plus enrichis au XVIIe, XVIIIe, XIXe. Oui, donc ils se sont constitués des stocks d'or. Un stock d'or en France qui était conséquent. À la veille de la guerre de 14, voilà. Et même en 1935. Mais bien sûr. L'or était catholique. L'or était majoritairement catholique. En Suisse, en France. L'or était majoritairement catholique. Dans les années 60, c'était encore plus extraordinaire, parce que la France s'était enrichie. Et donc De Gaulle n'avait jamais hésité une seule seconde à renvoyer aux Américains leur monnaie en papier pour avoir les lingots d'or en échange. Sur les conseils jamais le rappeler. de Jacques Rueff. Un des meilleurs économistes qu'on ait jamais eu, digne de Colbert. Et au fond, vous nous décrivez une nouvelle ruée vers l'or. Il faudrait, en quelque sorte, mais c'est toujours la ruée vers l'or des Américains. C'est la ruée vers l'or des Américains, mais elle est masquée, elle est cachée. Il y a une désinformation phénoménale sur l'or. C'est stupéfiant de voir ça. Et quand vous voyez que 293 lingots d'or papier sont cotés en même temps qu'un lingot physique, vous voyez le niveau de l'escroquerie, mais ça ne choque personne. C'est ça qui est merveilleux. Ça ne choque pas la presse financière, en tout cas, qui vous dit toujours l'or est un mauvais placement. Voilà. Et pour cause leur papier. Absolument. Moi, je plains encore les gens qui ont investi dans France Télécom. Mais est-ce que les Américains, s'ils sont incapables de rendre leur or aux Allemands, est-ce qu'il leur reste à eux de l'or ? Ou pas du tout. Le problème de l'or, il leur reste très peu d'or, d'une part parce qu'ils ont été ruinés déjà dans les années 70. C'est pour ça qu'ils se sont mis à faire de la planche à billets massivement pour financer la guerre du Vietnam. Et puis à un moment, ils ont même vendu de l'or. Autant que je me souvienne, à la fin des années 70, début des années 80, ils vendaient de l'or sur le marché international. Non, ils ne vendaient pas de l'or. Ils faisaient semblant de vendre. Ils ne vendaient pas. Ils nous disaient, on démonétise l'or en quelque sorte. Puisqu'on a rompu le lien. On n'a plus d'or. Vous savez, c'est comme si vous êtes fauché. Donc, en fait, vous expliquez à tous ceux à qui vous devez de l'argent, bon, en fait, on va repartir sur des carambars et des malabars. Donc, on vous paye en malabars. Voilà, qu'on imprime, nous, sur notre truc. Voilà, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est ce que je montre dans le livre. Le DTS, n'oubliez pas, mais le droit de tirage spécial, ça repose sur l'once d'or. C'est juste, ça repose sur l'once d'or. À la base, c'était pour prévoir la production future d'or. À la base, le DTS. Ne l'oubliez jamais. Le DTS, ce n'est qu'un substitut de l'or, déjà, pour arranger les Américains, déjà à l'époque. Voilà. Donc le DTS, c'est une arnaque, par définition. Et qui découvre l'or, encore de l'or aujourd'hui? Mais plein. L'Afrique du Sud, l'Amérique, d'une part, tout le continent sud-américain, la Bolivie, le Chili, etc. Là, vous avez des mines, mais on ne peut savoir comment faire. L'Afrique du Sud, c'est un des plus gros. Je me souviens que la CIA faisait tout pour maintenir le gouvernement raciste à l'époque de Pretoria, simplement parce que ça lui permet. Vous l'avez dans le livre. Ça lui permettait de contrôler le cours de l'or. Parce que les Africains étaient les premiers producteurs d'or. Et donc il ne fallait pas qu'ils vendent tout. Il ne fallait pas que ça se dissémine trop vite. Il fallait contrôler l'or produit par les Africains. Est-ce que vous avez vu que dans la Sarthe, le département de la Sarthe, il y a un périmètre qui a été délimité pour exploiter l'or qui s'y trouve? Vous savez, en France, on a un département qui s'appelle Creuse. C'est aussi Creuse. Et il y en a un autre. Non, mais c'est vrai, c'est Creuse parce qu'on y trouve encore de l'or. Et il y en a un autre qui s'appelle Ariège. Aori-Géna. Oui, Ariège-Géna, absolument. Qui produit de l'or. Voilà. Donc c'est pour ça que la France intéresse autant les anglo-saxons. Et c'est pour ça que l'Institut Peterson veut qu'on supprime la présidence de l'Élysée. Qu'on supprime, qu'il n'y ait plus de président en France. De manière à ce qu'on devienne des esclaves de Washington. Voilà. Et ils pourront faire ce qu'ils veulent et bien entendu prendre la Creuse, l'Ariège, comme vous le dites si bien.
Alors, il y a un exemple sur la planche à billets qui est très intéressant dans votre livre et auquel les téléspectateurs ne pensent pas forcément. Quand on pense planche à billets, on se dit l'Allemagne des années 20, l'hyperinflation allemande. Mais c'est vrai qu'il y a eu une hyperinflation qui était supérieure en Yougoslavie il y a très peu de temps et avec un banquier à la tête de la Yougoslavie, Slobodan Milosevic, n'était pas un militaire, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. C'était un banquier traditionnel qui s'est mis à faire n'importe quoi. Ouais, voilà, là on a, comme on disait tout à l'heure, Milosevic, c'était pas, vous savez, comme tous ces présidents des pays de l'Est, vous voyez, un mineur, vous voyez, avec son casque et sa loupiote. Non, là, Milosevic était un banquier, il était en poste à Paris sur les Champs-Élysées, il a dirigé la Beogradska Banka, si mes souvenirs sont bons, pendant 2 ou 3 ans. Ensuite, il était en poste à New York, où il a dirigé la Banque de Yougoslavie et la Beogradska Banka. Donc c'est un keynésien, c'est un économiste. Et donc il prend la présidence de la Yougoslavie. Et que fait-il? Comme tous les keynésiens, il se met à faire de la planche à billets. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, il a détruit le pays. Il a littéralement, il n'y a pas que ça. Mais cela a détruit économiquement l'intégralité de la Yougoslavie. C'est ce qui a précipité même sa chute. Ça vous montre bien que ces économistes sont complètement incompétents dès qu'il s'agit de planche à billets. Donc vous ne partagez pas l'idée keynésienne que l'or serait une relique barbare? Non, ce n'est pas une relique barbare. Vous savez, n'oubliez pas, Keynes, en disant cela, il faisait une allusion méprisable aux reliques des saints. N'oubliez jamais ça. Très important de lier les deux. C'est ce que je montre dans le livre. Il y a une relation entre les dieux, les saints, et tout ce qui est or. Donc c'est une relique barbare. C'est comme les gens qui vont déposer leurs prières devant les reliques de Saint-Pierre, par exemple au Vatican, etc. Donc c'est vraiment, pour eux, c'est de l'enfantillage, c'est du n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens continuent à prier. La foi est toujours là, et l'or plus que jamais est toujours là. Et les anglo-saxons sont littéralement en train d'être étouffés sous le poids de la dette. Ils vont s'effondrer. Les États-Unis vont s'effondrer, littéralement. La Chine, comme le Japon, le 11 septembre, comme les tours du 11 septembre se sont effondrés. Tout le monde a ces images dans la tête. Eh bien, c'est tout le pays qui va s'effondrer étage par. D'ailleurs, c'est à quoi on assiste en ce moment même. Ils ont 100 millions de personnes quasiment dans la misère. 100 sur 320 millions d'habitants. Est-ce que vous réalisez ça? C'est énorme. 35 millions de personnes qui vivent de bons alimentaires. Et 98 millions 96 millions de personnes qui n'ont pas. Ou alors vous savez, ils ont 4 emplois. Vous voyez voilà. Et c'est l'arnaque de la création de l'emploi aux États-Unis. C'est-à-dire que vous supprimez un emploi où vous travaillez au mois, normalement, c'est-à-dire vous faites 8 heures par jour, et vous remplacez ça par 3 emplois, vous faites 2 heures par jour. C'est facile. C'est facile. C'est de la création d'emplois. Ils s'en foutent de savoir combien d'heures vous créez derrière. Ils disent on a créé tant d'emplois, formidable. En fait, ils ne vous disent pas que c'est des emplois d'1 heure. D'ailleurs, même certaines statistiques disent que les salaires sont 25% inférieurs. Le niveau de vie des Américains est 25% inférieur à ce qu'il était en 1968, donc il y a 50 ans. Il y a plusieurs, notamment CNN Money a montré la chose sur le prix de la dinde, vous savez, au moment de la fête de Thanksgiving. Si vous regardez l'inflation du prix de la dinde, etc., par rapport à ce que gagnent les gens, c'est n'importe quoi. Il y a un appauvrissement global. Comme en France, d'ailleurs. C'est beaucoup destruction de la classe moyenne. Les multinationales ont tout délocalisé en Chine et au Je vais vous donner un autre exemple qui m'est revenu à l'esprit juste en vous parlant là. C'est au début le leasing. Enfin, dans les années 90. Le leasing pour une voiture, parce que les Américains faisaient surtout du leasing, ils n'achetaient pas de voiture, ils changent de... Voilà. Donc le leasing, c'était sur 2 ans. Ensuite, c'est passé sur 3 ans, sur 4 ans. Maintenant, le leasing d'une voiture aux États-Unis, j'ai vu ça dans le New York Times, c'est 6 ans, 7 ans. Alors attention, là, il y a quand même un indicateur féroce, terrible, de la crise, de l'appauvrissement global des Américains. Mais pour qui vous voteriez si vous votiez aux États-Unis aujourd'hui?
Pour qui je voterai? Je pense que je voterai fondamentalement pour des candidats alternatifs. Parce que là-bas, ils ont beaucoup d'élections. Les Américains vont vraiment élire. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Justement, je discutais ça avec les journalistes américains qui m'avaient interrogé juste après les élections. Eux, ils ne comprennent pas qu'il y ait la présence d'un troisième parti parce qu'aux États-Unis, justement, les républicains et démocrates utilisent tout. Et je leur ai expliqué que ce qui est d'extraordinaire dans ce qui vient de se passer en France, c'est qu'un troisième parti qui auparavant était insignifiant a littéralement pris le contrôle du pays. C'est-à-dire est devenu le premier parti du pays. Il n'a pas le contrôle. Pour eux, c'est une révolution. Contrôle électoral, peut-être. Il n'a pas le contrôle physique. Non, le contrôle électoral. Et qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Encore plus intéressant. Oui, c'est une chose. Encore plus intéressant. Et donc les Américains ne comprennent pas parce qu'ils sont très attachés à leur Sénat, à leur représentative, etc. Ils ne comprennent pas que 40% de la population ne soit pas représentée à l'Assemblée nationale. Donc pour eux, c'est un mystère ce qui se passe en France. C'est une révolution, clairement. Alors il y a des candidats qui contestent le pouvoir des banquiers aux États-Unis. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Et on a des gens qui se méfient du pouvoir des banques, etc. Ceux-là existent encore. Ils sont membres de la Chambre des représentants. Ralph Nader est un des meilleurs exemples. Mais vous avez une démonstration, c'était dans le Washington Post ou le New York Times il y a 2-3 jours. Sur Hillary Clinton, par exemple. Et on voyait qu'elle était financée un maximum par Goldman Sachs, JP Morgan. Goldman Sachs, c'était 700 000 $ qu'il lui a donné, quasiment 1 million. JP Morgan, c'était 500 000, d'autres banques, c'était 300 000. Vous voyez, elle était vraiment aidée. Blackmaster, c'était celle qui a plus financé Hillary Clinton. Elle le recevait dans la grande tour de Park Avenue de la JP Morgan. Hillary Clinton était même venue donner une conférence uniquement pour les banquiers de la JP Morgan. Je ne sais pas si vous réalisez. Parce qu'eux, ils sont bien entendu très c'est pas le pauvre de la rue. Donc, ensuite, elle sortait son sac, elle faisait le tour pour ramasser la monnaie. Voilà, ça c'est Hillary Clinton, il faut comprendre. Et Blight Masters l'a poussé, c'est sa copine. Donc, vous ne pouvez pas réussir aux États-Unis en tant que politicien parce que vous devez passer à la télévision. Vous êtes bien placé ici pour savoir ce que ça veut dire. Parce qu'aux États-Unis, toute campagne électorale se gagne en présence télévisée. On le sait depuis Nixon. Vous avez quelqu'un qui a fait un très bon livre là-dessus, c'est Roger Gérard Schwarzenberg, radical de gauche, ça existe encore. Remarquable livre, L'État spectacle, publié dans les années 77-78. Et il montre bien qu'aujourd'hui, c'est celui qui passe le plus en télé. C'est là où la victoire de Marine Le Pen est encore plus extraordinaire. C'est que j'ai vu les chiffres du CSA. Ce matin, le Parti socialiste avait, je ne sais plus combien, je crois, c'était 23% d'heures d'antenne. Les Républicains UMP, j'étais à 18 ou 20, peu importe. Et le FN était à 10% ou 10, je ne sais pas combien. Donc, malgré ou en dépit du fait qu'ils étaient très peu vus ou moins vus que les autres, donc imaginez la colère des Français. C'est un boomerang qui est en train de leur remonter. Ils avaient très peu de télé, très peu de médias, mais malgré ça, ils leur ont mis la méga claque. Donc c'est encore plus dangereux pour l'Élysée et pour Matignon. Vous comprenez? Avec 2 fois moins d'heures de télévision, le FN a réussi à remporter 40% des votes. Il y a des villes, même des fois, c'est 50 voire 60% des votes. Il y a même des villes où c'est 80% des votes. Vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est énorme. Le tour de force, et là, c'est vraiment une colère. C'est une révolution française qui est en train de se manifester. Non, mais c'est vrai. Qui reste pacifique pour l'instant, parce qu'une vraie révolution... Absolument, vous avez raison, pacifique. Mais si j'applique la règle de Roger Gérard Schwarzenberg, de l'État spectacle, si on divise le nombre de votes par le nombre d'expositions médias, d'heures médias, là, c'est extrêmement dangereux pour le gouvernement en place. Enfin, je pense que tout le monde peut faire ce calcul. Bien entendu, vous avez un candidat que personne ne voit à la télé et qui remporte tous les suffrages. Enfin, quasiment tous. C'est énorme. C'est absolument énorme. Vous savez très bien que 90%, si ce n'est pas 100% des journalistes de télé, aujourd'hui, sont de gauche. Bien sûr. Ou éventuellement UMP, Moscovio même. Ça revient strictement, voilà, c'est la gauche. Ils sont d'accord sur tout.
sur l'euro, sur le libre-échange, sur Eh bien, malgré l'islamisation. ça, les Français ont voté sur, à 40%. Vous vous rendez compte? Mm. Colossal, c'est colossal. Ça vous montre que vraiment la colère est là, quoi. C'est en train de bouillir et je pense même, quand vous voyez que Xavier Bertrand, je l'ai entendu dire, mais j'en ai entendu dire d'autres candidats socialistes et UMP, je suis l'ennemi du Front National, je suis l'ennemi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui ont voté. Donc il est l'ennemi du peuple français, de 40% du peuple français. Mais qu'est-ce qu'il veut, Xavier Bertrand? Il veut une guerre civile? Peut-être. Quand on dit qu'on est l'ennemi de... On n'est pas l'ennemi, c'est un parti républicain. Je suis désolé. Donc pour 2016, qu'est-ce que vous nous prévoyez? Alors, 2016, Nous ça va sommes à quelques jours de la nouvelle année. Oui. Nous sommes à quelques jours de la nouvelle année. Vous savez, mes prévisions, en général, je les fais sur mes listes de licenciement, comme vous le savez. Ouais. Et juste avant d'arriver à l'antenne, j'ai vu que... Alors, je ne me souviens plus de quelle société il s'agit, mais qui vient de faire un licenciement massif de 95 000 salariés. Hein, c'est au niveau global, Oui, mondial. mondial. 95 000, c'est une ville entière. C'est une ville énorme, entière. c'est C'est énorme. absolument énorme. Mais on a vu plus. On a vu des 150 000. en Chine. C'est une Hein, banque. on a Non, vu des. Pardon? c'est pas une banque. Non, c'est des mines. Mais Ah oui. c'est des mines. Mais les banques aussi licencient. Ouais, ouais. Et pour mon indicateur, comme vous le savez, c'est les licenciements bancaires. Quand je vois la Lloyds qui licencie, qui continue à licencier, quand je vois la Bank of America qui continue à licencier, HSBC, etc., HSBC, etc., Deutsche Bank qui licencie, Deutsche Bank, ça veut dire qu'elle ne rentre plus assez d'argent, elle n'arrive plus à voler les clients suffisamment pour payer tout le monde. C'est ça que ça veut dire, aussi bête que ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un tarissement, ce qu'on appelle la vélocité de la circulation de la monnaie, de l'argent, des capitaux, est en train de, non seulement de ça veut leur dire, mais de disparaître. C'est ça que ça veut dire les licenciements massifs bancaires. Quand la Deutsche Bank on arrive là, quand les grandes banques anglaises on arrive là, les banques chinoises et même les banques russes et même les banques françaises, vous avez vu que Crédit du Nord va fermer des agences, Société Générale va virer 2000 personnes. Oui. Donc ça c'est le début de la fin. D'accord. Ça, c'est le début de la fin. Et c'est pour ça que vous avez une observation, c'est pour ça que, je le précise à nouveau, ça c'est très important, c'est la chose la plus importante de l'année 2016. La disparition, les banques veulent la disparition totale de l'argent liquide. Ah oui, ça. Et je vous le donne dans le mille. Qui est responsable du projet ? Bright Masters. C'est elle qui a été chargée par les banques pour mettre en avant la technologie blockchain, qui est la technologie utilisée dans le Bitcoin, la monnaie digitale. Oui. Et c'est elle qui vend ça maintenant à toutes les banques. Et Goldman Sachs, hier, a pondu un communiqué de presse en disant, eh bien, Goldman Sachs va développer, intégrer le développement de la technologie blockchain pour la monnaie digitale. En Angleterre, vous avez 2 banques digitales qui se sont lancées. Je ne me souviens plus de leur. Je crois qu'il y en a qui s'appelle Avalon et l'autre, peu importe. Vous verrez sur quotidien.com. 2 banques digitales qui ne fonctionnent que sur tablette, téléphone et qui vont inclure le Bitcoin, le blockchain, etc. À ne pas confondre avec les banques uniquement en ligne. Oui, c'est 2 choses différentes. C'est pas la monnaie. c'est la banque. Voilà, là c'est vraiment, on va du digital, c'est totalement digital, alors que B4 Bank par exemple, c'est une B4 banque Bank, pour se faire entuber, c'est B4 Bank, pub, B4 Bank. C'est-à-dire, ils vous disent, on vous donne 5% mais uniquement pendant 3 mois. Oui, Pendant 3 mois. Ah, mais Mais ensuite, il y a un tout petit en bas, on dit, pour le reste de l'année, vous allez vous faire entuber. 0,70. Vous aurez 0%, ou 1%, je ne sais pas. Une grosse banque en Belgique, une banque flamande, je précise, banque flamande, donc ils sont quand même ils sont très financiers les Flamands, il ne faut jamais oublier, c'est le cœur de la richesse de la Hollande. Ils ont décidé de rémunérer les livrets A des Belges, dans leur banque, écoutez bien, à 0,1%. 0,1%. Mais ça, c'est le résultat de la planche à billets. Ça, c'est le résultat de la planche à billets. On arrive au taux négatif. De la France, On arrive au taux négatif. Eh oui, bien sûr, évidemment. Et la France ne pourra pas payer les livrets A. C'est là où je veux en venir. Ouais. Ils ne pourront pas payer. Pourtant, c'est 0,75. Mais ils ne pourront pas les payer. Même ça. Ils ont déjà braqué tout l'argent des Français quand ils ont fait le hold-up il y a 3 ans. Pour rembourser, c'est François Hollande, il a dit on va augmenter le seuil, au lieu de mettre 20 000 euros, vous pourrez en mettre 30 000, 40 000. Alors dès que les gens, ils ont donné 4%, je crois, vous vous souvenez? Une fois qu'ils ont fait le plein, tiens, on abaisse à 2. Et ils se sont fait entuber, les Français se sont fait entuber sur le livret A. Voilà, c'est le livret en tube.
Eh ben, le livre en tube, c'est aussi 666. Ça, c'est lui, ça détube, ça. Celui-là, ça, c'est pour C'est un tube, détuber. même, je dirais. Hein, c'est un tube. Voilà. C'est un tube. Bah, Eh ben, merci à tous les lecteurs. Voilà, sincèrement, je remercie vos spectateurs qui sont venus aux signatures. Hein, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir 150, 200 personnes arriver aux signatures. Ça, je peux vous dire qu'il n'y a que très peu d'écrivains en France qui peuvent faire ça. Tout à fait. Eh ben, merci Pierre Jovanovic. Merci et bonne année à vous. Et bonne année aux téléspectateurs. On leur promet une année terrible, mais on espère au moins qu'ils vont Voilà, passer mais des bonnes fêtes. c'est là où je salue également Ouais. leurs anges gardiens Voilà. et les vôtres. Voilà. Merci. Merci à vous. beaucoup. Et bonne année à tous nos téléspectateurs. Au revoir. Et ben voilà. Super. Ouais.